Dès l'instant où l'homme a levé les yeux vers le ciel, il s'est demandé « Sommes-nous seuls ?» Nombre de récits fantastiques, de prophéties ancestrales, de prédictions mystérieuses et autres signalements ont attisé notre curiosité. Mais depuis quelques années, les témoignages se multiplient. Le gouvernement est-il entré en contact avec des extraterrestres? Je ne peux pas en parler publiquement. Toujours plus concret Nous avons prélevé des échantillons biologiques. et plus spectaculaire que jamais. Edward Mayer, mieux connu sous le nom de Billy Mayer, est né en Suisse en 1937. Il affirme être en contact avec les extraterrestres depuis qu'il a 5 ans. Il aurait voyagé à travers l'espace et le temps et dit pouvoir le prouver. Malgré les preuves qui montrent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, les organisations nient ces affirmations. Jugez-vous les ovnis dangereux pour la nation? Oui. 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 Que nous cache-t-on? Notre équipe d'experts va se replonger dans les dossiers. Elle examinera les données collectées et fera appel à des méthodes scientifiques afin de révéler la vérité. Je m'appelle Semiazi et je suis originaire des Pléiades. Voilà des années que nous vous étudions. Nous vous avons bien observé. Vous semblez honnête. Vous avez déjà rempli de telles missions au cours de vos vies antérieures. Aujourd'hui est un grand jour. Nous quittons le champ gravitationnel de la Terre. Nous nous arrêterons à Vénus avant de sortir du système solaire. Edward Albert Mayer est un homme fascinant. Si l'on croit son histoire, il a fait le tour du monde à pied, a exercé plus de 300 métiers et a rencontré des rois, des dictateurs et des hommes de foi. Il affirme communiquer et voyager avec des extraterrestres d'une autre dimension depuis 1942. Le dossier Mayer est sujet à controverse. Billy Mayer est né le 3 février 1937 à Bullard, en Suisse. Il est le fils du cordonnier Julius Mayer et de sa femme Bertha, et le cadet d'une fratrie de 7 enfants. C'est en 1942, alors que la guerre fait rage en Europe, que Billy rencontre les extraterrestres. Il affirme échanger avec eux par télépathie depuis ses 5 ans. C'est ainsi que débute sa longue quête en tant que messager de l'humanité. Très jeune, Billy est retiré à ses parents jugés trop pauvres et est placé dans une famille qui l'exploite et le maltraite. Un jour, un incident fait basculer sa vie. Dans sa jeunesse, Billy se faisait maltraiter par une voisine. Un jour, elle lui a donné un coup de torchon. Billy l'a mal pris et l'a frappé en retour. Cela lui a valu un séjour en prison pour mineur. À sa sortie de prison, Mayer veut quitter la Suisse. Il s'engage dans la Légion étrangère française alors qu'il est encore adolescent. Cette légion, créée en 1831, accueille tout individu prêt à servir la France en métropole et à l'étranger. Billy réalise que ça ne lui convient pas.
Ce n'était pas sa vocation. Alors, il est rentré en Suisse. Il fait le tour du monde, toujours à la recherche de renouveau, à la fois sur le plan professionnel et spirituel. Ses voyages, c'était une quête pour lui. Je m'appelle Edouard Albert Mayer, mais on me connaît sous le nom de Billy. C'est un surnom que l'on m'a donné quand je travaillais dans l'administration à Téhéran. Depuis, c'est resté. Pendant plus de 10 ans, il parcourt plus de 225 000 km à pied. Il s'intéresse aux religions et en pratique plusieurs. Il exerce des centaines de métiers, en allant d'éleveur de volailles à chasseur de serpents. Il a aussi travaillé pour la police au Moyen-Orient. Il arrêtait des meurtriers et des tueurs en série. On le surnommait le Spectre. Fidèle à sa vie de nomade, Mayer ne cesse de se réinventer. Il s'essaye à de nouvelles croyances et de nouvelles religions. D'après lui, ce sont ses compagnons extraterrestres qui lui ont suggéré d'expérimenter sa foi. J'ai beaucoup appris, d'une part grâce à mes parents, et d'autre part grâce à un extraterrestre du nom de Sfat, que j'ai rencontré en 1942. À l'époque, j'avais 5 ans et Sfat m'a enseigné des tas de choses, bien plus que ce que l'on nous enseigne sur les bancs de l'école. Sfat, comme la plupart des extraterrestres que Mayer aurait rencontrés, fait partie des Pléiarènes, qui viennent de l'amas stellaire M45, dit des Pléiades, dans la constellation du Taureau. Mais il ne s'agit pas des Pléiades que nous connaissons. Ces individus viendraient d'une autre dimension. Pour nous atteindre, ils doivent franchir un portail dont les coordonnées sont gardées secrètes. D'après Mayer, ces Pléiades existent dans une dimension parallèle. On ne voit donc ces extraterrestres que lorsqu'ils entrent dans notre espace-temps. Dans quel but les Pléiarènes seraient-ils entrés en contact avec Billy? D'après les dires de ce dernier, une mission millénaire lui incombe. Pour la mener à bien, il doit rencontrer des figures influentes. Ensuite, Sfat l'a présenté à divers chefs d'État, diplomates et autres personnages importants du monde entier. Grâce à Sfat, j'ai eu la chance de m'entretenir avec des personnalités politiques aux 4 coins du monde. Par exemple, j'ai rencontré Gandhi en Inde, puis le roi Farouk en Égypte et l'empereur Haïlé Sélassié de l'Éthiopie actuelle. Le jeune homme mène une vie riche en aventures, mais il n'est pas au bout de ses surprises. À la mort de Sfat, au début des années 50, j'ai commencé à entendre une voix féminine. C'était celle d'une jeune femme qui s'appelait Asket. Elle est entrée en contact avec moi et nos échanges ont duré 11 ans. Il change de guide, mais ses entrevues avec des personnalités internationales continuent. J'ai notamment rencontré Saddam Hussein lors de l'un de mes nombreux voyages. Ça s'est passé à Bagdad. Je me souviens que l'on avait à peu près le même âge. J'avais 22 ans à l'époque. C'était déjà un homme violent et tourné vers le crime. Il a dit que s'il parvenait un jour à prendre le pouvoir du pays, il serait prêt à tout pour gagner le soutien de son peuple, même s'il devait se faire passer pour un saint. Il était déterminé. Mais certains voyages dépassent les frontières de notre monde. Billy aurait exploré le système solaire et vu des dinosaures. Il aurait même rencontré le Christ, qui serait un extraterrestre du nom d'Emmanuel. Emmanuel a réellement existé. Ce n'est que plus tard que nous l'avons à tort rebaptisé Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec la doctrine que nous avons tirée de ses enseignements pour en faire une religion. Emmanuel était un terrien d'origine extraterrestre, mais il est bien né sur Terre.
Après avoir créé la controverse en affirmant avoir rencontré le Christ, Billy frise l'hérésie en 1963 avec de nouvelles révélations. Les Pléiarènes auraient mené Billy et Issa Rachid, un ancien prêtre grec orthodoxe, à un tombeau enfoui près de Jérusalem. D'après les deux hommes, la sépulture serait restée inviolée pendant près de 2000 ans et contenait des parchemins scellés. D'après Billy, il s'agissait du Talmud d'Emmanuel, soit la parole du Christ. Durant les 7 années qui suivent, Rachid traduit les parchemins de l'araméen ancien, langue de Jésus et de ses disciples, vers l'allemand dans le plus grand secret. Rachid aurait été poursuivi par des agents de diverses religions menacés par ces documents. Il aurait fini par fuir au Liban. Sa maison aurait été détruite et les parchemins perdus à tout jamais. Toujours selon les dires de Billy Meier, Rachid serait parvenu à traduire un quart du Talmud avant que le Mossad ne l'attire à Bagdad pour l'assassiner. Après la disparition de Rachid et des manuscrits, il ne reste à Billy qu'une ébauche de traduction. Mais par chance, les Pléiarènes lui fournissent une copie. L'édition finale est enfin publiée en 2011. Un an après sa découverte, Billy s'embarque pour l'Inde pour une mission hors du commun. Lors de mon séjour en Inde en 1964, j'ai vécu chez un moine. C'est là que j'ai pu pour la première fois prendre des photos des vaisseaux spatiaux. Cette fois, Billy n'est pas le seul témoin. Phobol Cheng, la petite fille du moine qui héberge Meier, est une ancienne diplomate des Nations Unies à la retraite et une grande amie de Meier. Elle aussi affirme avoir vu les soucoupes volantes. Je la voyais 1 à 2 fois par semaine. Elle volait au-dessus de l'ashram. Il m'arrivait d'en voir plusieurs. Cheng n'a jamais mentionné cette histoire en public avant de retrouver Billy dans les années 90. Mais depuis lors, elle a toujours maintenu la même version des faits. Dans les années 60, Billy Meier parcourt le monde pour parler des Pléiarènes à diverses figures religieuses et politiques d'envergure. Son parcours est semé d'embûches, et en août 1965, lors d'un périple en Turquie, un drame s'abat sur lui. Il voyageait à bord d'un bus en Turquie, avec le bras sur le rebord de la fenêtre, quand un autre bus a percuté le véhicule. Son bras n'a pas pu être sauvé. Ça a dû être très dur pour lui. Durant le mois qui suit l'accident, Meier erre dans le pays, en proie aux hallucinations provoquées par les calmants. Une fois remis de ses blessures, il part pour la Grèce. Après 20 ans d'errance, Billy rencontre sa femme, avec qui il s'installe en Suisse. Les jeunes mariés reprennent vite un mode de vie nomade. Leur premier enfant, Gilgamesha, voit le jour au Pakistan. En 1970, le couple rentre en Suisse et donne naissance à 2 autres enfants, Atlantis Socrate et Méthusalem. Mais la vie est rude. Meier se contente de sa maigre pension d'invalidité et de son élevage de volailles. Il aspire à quelque chose de plus profond. En 1974, Billy Meier rédige une annonce dans un magazine à la recherche de personnes qui ont vécu des expériences paranormales ou métaphysiques. L'annonce suscite suffisamment d'intérêt pour créer un groupe d'études. Lors d'une réunion, Billy raconte ses rencontres avec les aliens, photos à l'appui. La nouvelle commence à se répandre. Le monde occidental découvre Billy Meier lorsqu'un chasseur d'ovnis nommé Wendell Stevens diffuse son histoire aux États-Unis.
Il était accompagné d'enquêteurs et de chercheurs indépendants. Après sa rencontre avec Billy, il a déclaré qu'il n'avait encore jamais vu de photos aussi spectaculaires. En 1979, Stevens et son équipe publient les premiers ouvrages sur Mayer en anglais, ainsi que des traductions de ses écrits. Le monde découvre Billy. Billy tenait à créer une communauté avec laquelle partager les enseignements qu'il prétend avoir reçus des Pléiarènes. Mayer fonde l'organisation FIGU et se crée un réseau d'amis dévoués et d'adeptes qui croient en lui et en ses histoires. Mais cet engouement grandissant s'accompagne d'une vague de détracteurs qui cherchent inlassablement à le discréditer. C'est alors que Billy entreprend sa mission officielle. En janvier 1975, il reçoit la visite de Semyazi, une Pléiarène femelle. Ils se retrouvent plus d'une centaine de fois et voyagent ensemble à travers l'espace et le temps. Cette fois, Billy prend des photos. À bord du vaisseau spatial, Billy se rend là où personne n'est jamais allé. Avec l'autorisation de l'extraterrestre, il sort sa caméra et documente son voyage jusqu'à Vénus. Il décrit en détail l'intérieur du vaisseau et comment il s'y est pris pour prendre des photos du système solaire. D'après lui, le trajet de 61 millions de kilomètres est si rapide qu'il a à peine le temps de regarder l'écran de contrôle. Il dit que c'était un écran de 50 cm² sur lequel apparaissaient des images en 3D d'une netteté impressionnante. Il raconte avoir traversé une épaisse couche de nuages avant de découvrir Vénus. Au lieu de se trouver face à des cratères et volcans, il découvre des paysages plats et arides. Mais ce n'est pas une découverte. Dans les années 60 et 70, les Soviétiques ont placé des sondes sur l'orbite de Vénus dans le cadre du programme Venera et ont publié les images. Billy Mayer ajoute que Semyazi lui aurait montré d'autres planètes. Sur le chemin du retour, ils auraient assisté à l'amarrage historique du vaisseau américain Apollo à la capsule soviétique Soyouz. C'était le 15 janvier 1975, et ça a contribué à apaiser les tensions entre l'Orient et l'Occident pendant la guerre froide. La guerre froide a eu un impact considérable sur la politique mondiale et sur la course à l'espace. Nombreux sont ceux qui n'auraient jamais cru assister à une telle collaboration, qui a valu cette fameuse poignée de main dans l'espace. Alors que des millions de téléspectateurs visionnent l'amarrage en direct, Mayer affirme y avoir assisté depuis l'espace avec Semyazi. Il prend plusieurs photos qui viendront entacher sa crédibilité. Par exemple, il affirme avoir vu les 2 cosmonautes serrés à l'intérieur de la capsule Soyouz. Les photos de Billy sont identiques à celles prises par la NASA, jusqu'au moindre détail. C'est frappant. On en a déduit qu'il les a simplement copiées. Les détracteurs de Mayer disent que ce n'est pas la première fois. Les photos de dinosaures que Mayer aurait prises sur une planète lointaine ressemblent étrangement aux illustrations d'un livre paru en 1972. D'autres clichés font polémique. Mayer affirme qu'il s'agit de portraits d'Asket et de Néra pris à bord du vaisseau. Asket et Néra sont en fait Michel Delafave et Susan Lund de la troupe des Gold Diggers. Mais d'après Billy, c'est un piège des hommes en noir. Billy est persuadé que ces photos ont été interceptées par les agents du gouvernement qui ont créé de fausses images pour le discréditer. Il n'est pas rare que des témoins de phénomènes paranormaux affirment que des hommes en noir leur ont confisqué les preuves irréfutables dont ils disposaient. Ces incidents alimentent la controverse.
Mayer a beau accuser le gouvernement d'avoir falsifié ces photos, il n'a aucune preuve. Ce sont de véritables photos. Seulement, elles ont été trafiquées. Plusieurs personnes les ont analysées. Des spécialistes de la photographie et des effets spéciaux, un astronaute américain, un responsable de la sécurité nationale et un ingénieur de la NASA. Tous ont authentifié les photos de Billy Mayer. Un spécialiste des ovnis s'est rendu dans le laboratoire auquel Billy Mayer aurait eu recours pour l'analyse. Mais le laboratoire a déclaré n'avoir jamais vu ces photos. Ils ont dû signer un accord de confidentialité. Ces informations étaient classées top secret. C'est pour cela qu'ils ont nié avoir vu les photos. Certains films et clichés de Billy résistent mieux à la critique que d'autres. Il a pris plus de 1400 photos et films d'ovnis très nets, et principalement en plein jour, qui n'auraient pas pu être fabriqués. Les images dévoilent des soucoupes qui s'élèvent dans le ciel et lévitent au-dessus du sol. Ce mouvement en dents de scie serait causé par la résonance du champ magnétique de la Terre. D'autres vidéos montrent des vaisseaux disparaître et réapparaître. Ce phénomène serait rendu possible grâce à leur technologie. Ils se déplaceraient entre notre dimension et la leur via des portails multidimensionnels. Un autre cliché montre un vaisseau en forme de pièce montée. Les détracteurs de Mayer s'empressent de rappeler que ce dernier a déjà créé de faux clichés à l'aide de maquettes. Alors Wendell Stevens prend les devants. Il envoie les photos à la branche spécialisée de la NASA pour analyse. Les résultats sont sans appel. Les clichés sont authentiques. Ils en profitent pour analyser une pièce de métal que Semyazi aurait donnée à Mayer. Wendell Stevens confie l'objet à un chercheur du laboratoire IBM de San José, en Californie. Celui-ci découvre que l'échantillon contient des éléments peu communs, notamment du thallium, un métal très rare sur Terre. Cette découverte aurait fait avancer la science si elle n'avait pas été due à une erreur d'analyse. On apprendra plus tard que le métal n'était autre que de l'aluminium dont on se sert au quotidien. Outre les preuves matérielles, des spécialistes de la photographie, du cinéma et des effets spéciaux sont subjugués par les images prises par Mayer. La chaîne de télévision japonaise Nippon TV n'a relevé aucun signe de trucage sur les bobines. Des professionnels travaillant pour la société d'effets spéciaux primée Uncharted Territory ont ajouté qu'ils devraient avoir recours aux images de synthèse pour obtenir un résultat similaire. Robert Post, qui est responsable du laboratoire JPL de la NASA, n'a décelé aucun trucage. Wally Gentleman, qui s'est occupé des effets spéciaux du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, a estimé à 50 000 $ le prix d'un trucage de cette envergure. Il a notamment parlé des reflets et de la difficulté de cacher des fils, en particulier sur des bobines de 8 mm. Le film est même analysé par un informaticien de l'Institut d'études géologiques. Eric Eliasson s'est servi du logiciel qu'il a conçu pour les sondes Viking et Voyager pour déceler des traces d'intervention artificielle. Il n'a rien trouvé. Les spécialistes ne vont pas jusqu'à affirmer qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres, mais ils sont persuadés que les images ne sont pas truquées. En tant que chercheur, je me demande quels aspects les experts ont analysés. Ont-ils eu recours à la photogrammétrie? Ont-ils observé l'objectif, l'éclairage, les perspectives, le grain de l'image? Comment ont-ils procédé? Mais d'autres témoins viennent étayer les propos de Mayer. Mayer a rassemblé un groupe d'adeptes qui, pour la plupart, affirment avoir vu des soucoupes volantes.
J'ai déjà vu de nombreux vaisseaux et ovnis. C'est normal pour moi. Je baigne dedans depuis mon enfance. J'ai eu la chance de prendre un ovni en photo à 3 reprises. Bien sûr, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Je ne l'ai remarqué qu'une fois que j'ai eu la photo en main. On compte aujourd'hui à peu près 120 témoins. J'en fais d'ailleurs partie. J'ai pu observer leur vaisseau à 3 reprises, dont une fois à 5 mètres lorsque je vivais au Brésil. Les témoignages, les photos, les voyages dans l'espace et le temps, et la dévotion des adeptes ne sont que des pièces du puzzle. Mais en quoi consiste la mission de Billy? On lui a montré que chaque divinité vénérée par l'homme était d'origine extraterrestre. Certains voulaient qu'on les idolâtre, d'autres qu'on les craigne, et d'autres voulaient seulement nous aider. Billy Meier pense que la religion est au cœur des problèmes auxquels l'homme fait face. Les Pléiades veulent réparer les erreurs de leurs ancêtres en redonnant le pouvoir aux humains. Et c'est à Billy de partager leurs enseignements. Après avoir eu des contacts réguliers avec les extraterrestres au cours des 80 dernières années, Billy Meier prétend avoir développé une nouvelle vision de l'humanité. Cela fait bien longtemps que l'homme n'est plus en mesure de penser par lui-même. Il est emprisonné par le dogme, des religions, des sectes, des mouvements philosophiques et des idéologies. Il est temps pour lui de s'émanciper, de cultiver ses propres réflexions sur le monde et d'en tirer ses propres conclusions. Les religions se basent sur des mythes infondés, illogiques et irrationnels. Elles exigent une acceptation absolue sous peine de punition et de damnation éternelle. En contestant les religions, Billy Meier se met en danger. Un jour, Billy Meier a trouvé une menace de mort clouée à la porte de sa maison. Le mot disait « Tais-toi, enflure, ou on te fera taire ». Une nuit, alors qu'il dormait, il a eu une prémonition. Il a rêvé qu'on lui tirait dessus. Alors, par précaution, il a glissé une plaque de métal dans sa poche de poitrine. Et il a eu raison, parce qu'il affirme que cette plaque l'a sauvé d'un tir en plein cœur. Meier poursuit sa mission, plus déterminé que jamais. Ce que nous cherchons à transmettre ici, au centre Inter Schmidruti en Suisse, c'est tout simplement le courant de pensée que nous appelons plus communément l'enseignement de l'esprit, ou encore de la vérité. Faire évoluer la conscience, c'est ça, le véritable sens de la vie. Et c'est aussi l'objectif de la figure. En tapant d'une seule main, Billy parvient à retranscrire ses rencontres et discussions avec les Pléiades sur 10 000 pages. Il rédige également plus de 50 livres et crée un programme d'études sur l'énergie de création. Pas moins de 6 000 pages, censées guider l'humanité vers sa destinée. Le sens de la vie, c'est l'évolution de l'homme vis-à-vis de sa conscience. C'est son devoir, sa mission, en quelque sorte. Il en assume la responsabilité. Pour cela, il doit apprendre à accueillir le positif comme le négatif et l'intégrer à sa pensée, à ses actes ou encore à ses émotions. Les disciples de Meier le voient comme un prophète, tandis que ses détracteurs le qualifient d'imposteur et de gourou de secte. Mais il en faut plus pour le freiner. Je me considère simplement comme un professeur ou un messager. Certains disent que je suis un prophète, mais ce n'est pas l'image que j'ai de moi. Je ne suis qu'un homme comme les autres. Même au sein de la communauté des chercheurs d'OVNI,
Billy Meier divise. Est-il un prophète, un charlatan, ou comme ses critiques l'affirment, un déséquilibré? Billy Meier présente certains traits caractéristiques des maladies mentales, mais il serait injuste de lui coller cette étiquette sans preuve médicale. Il dit avoir entendu des voix pour la première fois quand il avait 5 ans. S'il entendait effectivement des voix, c'est un signe de schizophrénie. Mais ce n'est pas logique, car ce genre de symptômes apparaît généralement entre 16 et 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas d'une autre maladie mentale pour autant. Dans ce cas, on parlerait plutôt de troubles de la personnalité, comme le narcissisme, la sociopathie ou encore la psychopathie. On ne l'a jamais diagnostiqué schizophrène. En tout cas, pas à ma connaissance. Il n'en présentait pas vraiment les symptômes. Ça ne collait pas avec sa personnalité. Je dirais plutôt que Billy était un rêveur en série. Billy a grandi dans un environnement instable. Il s'est probablement réfugié dans son imagination. Billy était un enfant à problème. Il a eu des démêlés avec la justice et avait mauvaise réputation à l'école. Et puis, il a eu soif d'aventure et de découverte. Il a voyagé partout à travers le globe et a développé un intérêt pour les mondes extraterrestres. Billy a souffert de troubles affectifs. Il a l'air de chercher constamment l'attention et le soutien des autres. Billy Meier a traversé de nombreuses épreuves. Entre son placement chez des tuteurs maltraitants, son divorce difficile et la perte de son bras, il se sent isolé du monde. Il décide alors de créer une organisation pour se retrouver, mais aussi pour s'entourer de personnes qui partagent ses idées et ses valeurs. Après avoir essayé plusieurs religions, il trouve cet équilibre à la Figu. Il s'est tourné vers plusieurs dieux, mais c'est auprès des Pléiarènes qu'il a trouvé les réponses à ces questions. Mais il ne parvient pas à se détacher de la religion pour autant. C'est ainsi qu'il affirme avoir découvert le Talmud Emmanuel et offense ainsi toutes les religions abrahamiques. Pourtant, dans les années 40, on a découvert les manuscrits de la mer Morte. Est-il donc surprenant que l'on trouve d'autres documents sur le christianisme primitif? La disparition du Talmud Emmanuel n'est pas la seule de ce genre. La religion mormone, l'une des plus populaires de ces 2 derniers siècles, s'appuie sur un texte disparu. L'ange Moroni aurait guidé Joseph Smith vers des plaques d'or qui portaient un message en égyptien réformé. Smith l'aurait traduit grâce à des lunettes spéciales, créant le livre de Mormon. Remplacer les Pléiarènes par un ange, le parchemin par des plaques d'or, l'araméen par l'égyptien réformé et le prêtre par les lunettes, et on obtient la même histoire. Pourtant, Meier et la Figu prônent l'athéisme et rejettent la religion. Alors, quel est le sens de cette découverte? Au cours des dernières décennies, les théologiens ont noté une recrudescence de croyants qui s'écartent des religions officielles. Les hommes fondent leur propre système de croyances. Les membres de la Figu rejettent la foi et préfèrent appuyer leurs croyances sur des preuves. On se sert de la religion pour contrôler les gens par la peur. On mène des guerres et des batailles au nom de la foi. L'homme revient à son état primitif. Il s'en sert d'excuses pour torturer, terroriser et tuer sans engager sa responsabilité. Les disciples de Meier sont persuadés que ce dernier est la cible de ses attaques au nom de la religion à cause de ses croyances. Ces paroles reçoivent le soutien inattendu d'un projet de l'Université de Cambridge financé par la NASA, qui vise à étudier la réaction de l'homme face à la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous n'avons pas été choisis par Dieu.
Billy et les Pléiades ont-ils vu juste? La découverte de vie extraterrestre ébranlerait-elle l'humanité au point d'anéantir les religions? L'étude suggère le contraire. Quand il doute, l'homme se raccroche à la foi. Quand on se sent perdu, la religion est un refuge source de réponses. Elle nous dit qui on est, qui est notre Dieu, et elle donne un sens à notre vie. Que les ovnis cherchent à nous dominer, nous guider ou nous enlever, sommes-nous prêts à accepter que des extraterrestres venant des Pléiades nous rendent visite? Les Pléiades se situent à 500 années-lumière. C'est proche en termes astronomiques, tout en restant hors de portée. Un jour, nous arriverons à atteindre les 150 000 km/h. La NASA travaille même sur des propulseurs qui pourraient atteindre 1 500 000 km/h. Mais le voyage jusqu'aux Pléiades prendrait tout de même des centaines d'années. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Le Suisse Billy Meier s'est fait connaître en affirmant avoir voyagé dans l'amas des Pléiades à 500 années-lumière de la Terre, en compagnie d'extraterrestres appelés les Pléiarènes. Ces derniers auraient conquis l'espace en traversant des portails multidimensionnels. Mais dans quelle mesure la mécanique quantique et l'astrophysique vérifient-elles ces affirmations? D'après la théorie du multivers, il existerait tout un ensemble d'univers parallèles au nôtre. Ça rappelle l'effet papillon. C'est l'idée qu'un événement quantique a un dénouement différent dans chaque univers. Certaines théories sur les univers parallèles sont issues de la mécanique quantique, mais on ne peut ni prouver leur existence, ni prouver que l'on puisse passer d'un univers à l'autre. Dans les années 80, la théorie des cordes propose la théorie du tout et de l'espace-temps à 4 dimensions. Selon la théorie des cordes, les éléments fondamentaux de l'univers sont en fait constitués de minuscules cordes qui vibrent et qui contiennent plus de dimensions que notre espace-temps tridimensionnel. On commence à peine à comprendre l'incidence de ces dimensions supplémentaires sur notre monde. Billy Meier connaissait-il ces théories lorsqu'il a commencé à parler des Pléiarènes? C'est le physicien Hugh Everett qui a le premier émis la théorie des mondes multiples dans les années 50. D'après son hypothèse, chaque mesure quantique a plusieurs résultats possibles. Et chaque résultat se produit dans un univers différent. Cela implique l'existence d'un nombre infini d'univers, chacun avec des lois et des paramètres différents. Les règles qui forment notre monde ne sont pas nécessairement universelles. Ces univers parallèles pourraient avoir des constantes fondamentales, des lois physiques et des conditions initiales différentes. Si un univers a des conditions initiales différentes aux nôtres, il pourrait être imperceptible. Si le multivers existe bel et bien, cela signifie-t-il que tout est possible, y compris les dires de Billy Meier? On est encore loin de savoir comment démontrer cette théorie. Mais si l'on suppose qu'il existe un nombre infini d'univers, on ouvre la voie à un nombre infini de possibilités. Si Billy dit la vérité, est-il réellement un prophète? Nombre de ses prédictions se sont réalisées avec une précision remarquable. Meier n'a jamais émis de théorie. Il a toujours exposé des faits. Et il n'a jamais eu à revenir sur ses paroles ni à revoir ses prédictions. Pour Michael Horn, il n'y a pas de doute. Billy a un don. Plus de 200 prédictions de Meier se sont réalisées avant qu'on ait les moyens de les anticiper. Par exemple,
En 1951, il avait prédit le réchauffement climatique, le trou dans la couche d'ozone et la destruction de l'environnement. En 1948, il avait prédit que des tremblements de terre allaient frapper le centre de l'Italie entre 2015 et 2017. Il avait annoncé l'existence de centaines de milliers de volcans sous-marins autour du globe. On vient d'en découvrir 19 000. En 1987, il avait prédit les attaques du 11 septembre et la création d'armes dirigées par l'intelligence artificielle. Si ces prophéties sont exactes, qu'est-ce que cela implique? Si les Pléiarènes sont en mesure de prédire l'avenir, cela veut dire qu'ils sont dotés de capacités largement supérieures aux nôtres. En bref, ce serait une révolution. Ses disciples sont persuadés qu'avec le temps, les prophéties de Billy se vérifieront. En 1958, il a envoyé une liste de près de 150 prédictions à certains chefs d'État des Nations Unies. Certaines sont remarquables de précision. Il prédit les 2 guerres des États-Unis en Irak, l'épidémie de sida et la recrudescence de la consommation de méthamphétamine. Il prédit la création des ordinateurs et des cartes bancaires, ainsi que la date du premier pas sur la Lune et du lancement de certaines fusées. Mais certains restent sceptiques. Avant tout, j'aimerais revenir en arrière et prendre les données telles qu'elles sont. Mayer a-t-il réellement fait ces prédictions? Ou bien a-t-on essayé de rassembler les pièces du puzzle après coup pour nous donner cette impression? C'est souvent le cas. C'est pour cela que je veux des preuves tangibles. Sinon, je n'y crois pas. Pour ses disciples, ces prédictions s'étendent à l'univers. Billy a déclaré qu'Io, une lune de Jupiter, était aussi la plus volcanique du système solaire. Il a publié cette information 5 mois avant que les scientifiques ne le découvrent. En 1981, il a prévenu le monde qu'une météorite rouge mettrait en péril la Terre le 13 avril 2029 ou 7 ans plus tard, en 2036. Billy Mayer a mené une vie extraordinaire. C'est un homme hors du commun, visiblement très intelligent, qui a beaucoup voyagé et qui est toujours au fait des avancées de la science. Toutes ces qualités lui ont permis de faire des déclarations plus ou moins réfutables. La plupart de ses prédictions étaient prévisibles. N'importe quelle personne au fait des actualités et du climat politique du moment aurait pu tirer les mêmes conclusions. Je me fie à l'option la plus probable. J'examine la situation comme le ferait un analyste confronté à diverses hypothèses. D'un côté, on peut croire que Billy a photographié des extraterrestres, et d'un autre, on peut se dire que les photos sont truquées et que les experts ne l'ont pas vues. Qu'est-ce que vous choisiriez? Les versions de Billy ont tendance à changer et ne résisteraient pas à un examen approfondi. En tant que chercheuse, j'ai du mal à y croire. Mais donnons le dernier mot à ceux qui le connaissent et qui se battent depuis des années contre ses détracteurs. Les sceptiques voudraient nous faire croire qu'un homme sans ressources qui travaille comme veilleur de nuit et qui touche une pension d'invalidité parce qu'il a perdu un bras dans sa jeunesse se révèle être un excellent maquettiste, un génie de la photographie, du cinéma, de la métallurgie, de l'électronique, du son, de la géographie, de l'agronomie et d'une trentaine d'autres disciplines. Ils sont prêts à admettre tout ça, mais pas qu'ils disent la vérité. Pour reprendre les mots de Billy Mayer, ouvrez votre esprit, observez les preuves et voyez vous-même.